Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les documents 6 du chapitre 9, propriétés intégratrices des centres nerveux. Dans les documents 5, nous avons parlé des différents types de synapses, parmi lesquels les synapses neuroneuronales qui relient les neurones les uns aux autres. Sachant que les nerfs ne contiennent que des fibres nerveuses, les synapses ne se trouvent que dans les centres nerveux où les corps cellulaires sont concentrés. De toute façon, un neurone dans un centre nerveux reçoit de nombreux signaux afférents provenant de différents récepteurs sensoriels et élabore un seul signal efférent. Dans ce document, vous apprendrez comment un neurone dans un centre nerveux traite les messages afférents. Mais avant de commencer, rappelons-nous de ce qui se passe au niveau d'une synapse. À l'arrivée du potentiel d'action au niveau d'une terminaison axonale d'un neurone présynaptique, les canaux calcium-voltage dépendants s'ouvrent, permettant l'entrée des ions calcium dans le bouton synaptique. Les ions calcium induisent l'exocytose des neurotransmetteurs des vésicules synaptiques dans la fente synaptique. Les neurotransmetteurs se lient ainsi à leurs récepteurs spécifiques sur la membrane du neurone postsynaptique. Maintenant, parlons un peu plus de ces récepteurs. En fait, les récepteurs des neurotransmetteurs ne sont que des canaux ioniques. Rappelez-vous quand on a discuté les différents types de canaux ioniques présents au niveau membranaire d'un neurone? Dans le document 1, nous avons parlé des canaux ioniques de fuite et de leur rôle dans la genèse d'un potentiel de repos. Dans le document 2 aussi, nous avons parlé des canaux ioniques mais de type voltage dépendant et de leur rôle dans la genèse d'un potentiel d'action. En fait, il existe un troisième type de canaux ioniques. Ce sont les canaux chimiodépendants. Ils sont appelés ainsi parce qu'ils s'ouvrent seulement suite à la fixation d'une molécule chimique qui est le neurotransmetteur. Dans une synapse, les récepteurs d'un certain neurotransmetteur peuvent être des canaux ioniques sodium, potassium ou chlorure. Et ce qui détermine la réponse d'un neurone postsynaptique, c'est le type de canal auquel se fixe le neurotransmetteur. Si les récepteurs d'un neurotransmetteur sont des canaux ioniques Na+, l'ouverture de ces canaux suite à la fixation de ce neurotransmetteur va entraîner un flux entrant de Na+, dans le neurone postsynaptique et par suite, une dépolarisation va prendre lieu. Mais si ces récepteurs sont des canaux ioniques potassium, alors leur ouverture entraîne un flux sortant de potassium et ainsi une hyperpolarisation va prendre lieu. Cette hyperpolarisation prend lieu aussi si les récepteurs sont des canaux ioniques chlorure parce que les ions chlorure sont des anions qui ont une tendance à se déplacer vers l'intérieur du neurone. Le document A de votre livre montre comment un même neurone postsynaptique réagit différemment à deux neurones présynaptiques libérant différents neurotransmetteurs. Dans cette expérience, le corps cellulaire d'un neurone moteur, dit aussi motoneurone de la moelle épinière, est relié à un oscilloscope, tandis que les électrodes stimulatrices sont reliées aux neurones présynaptiques 1 et 2. Notez qu'avant de stimuler l'un des neurones présynaptiques, l'oscilloscope connecté au motoneurone indique un potentiel de repos. Mais la stimulation appliquée au niveau de la fibre présynaptique 1 conduit à une hypopolarisation ou dépolarisation, tandis qu'une stimulation similaire appliquée au niveau de la fibre 2 entraîne une hyperpolarisation du motoneurone. Cette réponse différente du motoneurone peut s'expliquer par le fait que les neurotransmetteurs libérés par la fibre 1 ont des récepteurs au niveau des canaux Na+, tandis que les neurotransmetteurs libérés par la fibre 2 ont des récepteurs au niveau des canaux K+, ou Cl-. C'est pourquoi nous disons que la synapse entre la fibre 1 et le motoneurone est une synapse excitatrice qui conduit à la genèse d'un potentiel postsynaptique excitateur ou PPSE dans le motoneurone. Tandis qu'entre la fibre 2 et le motoneurone, la synapse est dite inhibitrice
et conduit à la genèse d'un potentiel postsynaptique inhibiteur ou PPSI dans le motoneurone. Pour mieux comprendre, nous allons utiliser la simulation suivante. Ici, vous pouvez voir un motoneurone dont le corps cellulaire est situé dans le centre nerveux, soit le cerveau, soit la moelle épinière. Vous pouvez également voir les 3 neurones présynaptiques en rouge qui font des synapses excitatrices avec ce motoneurone, et en bleu, une fibre présynaptique qui fait une synapse inhibitrice. Notez chez vous que les neurones présynaptiques rouges et bleus libèrent différents types de neurotransmetteurs. Vous pouvez remarquer que la stimulation de la fibre en rouge va générer un PPSE dans le motoneurone. Par contre, la stimulation de la fibre en bleu va générer un PPSI dans le motoneurone. Un PPSI ne peut jamais provoquer la genèse d'un potentiel d'action. Mais qu'en est-il pour un PPSE? Comme vous l'avez déjà appris, un potentiel d'action ne sera généré que si le PPSE dépasse le seuil de dépolarisation. Si le neurone moteur reçoit plusieurs signaux d'un neurone présynaptique excitateur dans une courte durée de temps, le motoneurone additionne les PPSE générés. Si la somme dépasse le seuil de dépolarisation, un potentiel d'action est généré. Ce genre de sommation des PPS est connu sous le nom de sommation temporelle. La sommation des PPS se produira également dans le corps cellulaire du motoneurone si les signaux sont reçus de 2 fibres différentes simultanément. Cette somme est appelée sommation spatiale. Donc, la genèse d'un potentiel d'action dépend de la résultante de la sommation des PPS qui se produisent dans son corps cellulaire. Le document C de votre livre montre la sommation temporelle des PPSE reçus à partir d'une même fibre présynaptique. Remarquez qu'un potentiel d'action n'est généré que lorsque la somme dépasse le seuil de dépolarisation. Le document D montre la sommation spatiale des PPS reçus à partir de 2 fibres différentes. Vous pouvez constater que la sommation n'a pas été capable de générer un potentiel d'action puisqu'elle est toujours au-dessous du seuil. Pour résumer, le corps cellulaire du motoneurone dans un centre nerveux fait de nombreuses synapses avec de nombreux neurones. Ces synapses ne sont pas du même type. Certains sont excitateurs et d'autres inhibiteurs. Ainsi, le rôle du motoneurone dans les centres nerveux est d'intégrer les signaux afférents reçus et d'élaborer un signal efférent après sommation temporelle et ou spatiale. C'est cette intégration qui détermine si un potentiel d'action est généré ou non, ainsi que le nombre de potentiels d'action. Et c'est de cette façon que le centre nerveux intègre des signaux pour répondre adéquatement à un stimulus spécifique. Merci et à bientôt.